la plaine au sud-ouest de ce massif, nous remontons la Sorgue. Ce cours d'eau a assuré pendant des siècles la richesse de toute la région. À 8 km de sa source, la Sorgue se sépare en deux bras et donne naissance à une ville. Une ancienne cité de pêcheurs, l'Isle-sur-la-Sorgue. La Venise comtadine. À l'origine, un bourg situé au milieu de marécages, peu à peu asséché par le creusement de nombreux canaux. Ici, la Sorgue a profondément marqué l'histoire de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui encore, ces eaux abondantes et régulières alimentent ces gigantesques roues à aubes. Sur les 76 en activité à la fin du 19e siècle, il n'en reste aujourd'hui plus que 17. Grâce à leur force motrice, les roues à aubes ont fait les beaux jours de l'Isle-sur-la-Sorgue. Elles alimentaient une centaine de manufactures de laine et de soie, ainsi que de nombreux moulins, dont les plus anciens remontent au XIIe siècle. Aujourd'hui, ce patrimoine emblématique de la ville est sous haute surveillance. Une équipe municipale est en charge de son entretien. C'est Vincent Rivoire qui dirige les opérations. Les pales de la roue, régulièrement, elles s'abîment avec l'eau, le contact de l'eau régulier. Donc tous les 5 ans, on intervient pour changer toutes les pales des roues. On est dans des positions qui ne sont pas très pratiques, mais voilà, c'est un bonheur pour nous de travailler là-dessus. Hein. C'est vrai que c'est vraiment le patrimoine de la ville et voilà, c'est une sorte d'opération sur lesquelles on s'éclate vraiment. Hein. En plus des roues à aubes, Vincent prend aussi soin des eaux de la rivière. L'équipe Sorgue, on l'appelle les jardiniers de la rivière. C'est vrai que c'est un peu ce travail-là, entretenir la rivière, tout faire pour que la rivière se tienne le mieux possible, soit en meilleure santé possible, en meilleur état. On essaye au quotidien de travailler là-dessus. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui encore, les gens de l'île sont vraiment attachés à cette rivière. Pour Vincent et son équipe, veiller sur la Sorgue, c'est permettre à un écosystème fragile de s'épanouir au cœur de la ville. Ça va ? Vous avez sorti combien de sacs aujourd'hui, Rachid? Ça fait 2 heures qu'on y est, on a dû sortir 6 ou 7. Ah ouais. 6 à 7. Depuis qu'ils interviennent, de nouvelles espèces de plantes aquatiques sont revenues et une véritable prairie tapisse le cours d'eau. La Sorgue a retrouvé un écosystème sain. L'architecture de la Venise comtadine témoigne de la réussite des propriétaires terriens et des ateliers de laine et de soie dès la fin du XVe siècle. Installés sur les îlots au cœur de la ville, leurs habitations s'agrandissent au fur et à mesure des fortunes pour former de vastes ensembles. Parmi eux, un lieu unique, l'îlot de la Tour d'Argent. Composé d'un donjon médiéval et de bâtiments rajoutés entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, cet édifice résume toute l'histoire de cette cité millénaire. Aujourd'hui, l'îlot de la Tour d'Argent est en cours de réhabilitation. C'est François Guyonnet, un archéologue en charge du patrimoine de la ville, qui mène les travaux. Il y a un petit décalage. On n'est pas non plus au millimètre, là. Hein. Ce qui est important, c'est surtout le contour. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à la bonne hauteur. Grâce à ces recherches, l'histoire de l'îlot commence à se dessiner. Il n'y a pas de céramique, là, encore.
On a un quartier à dominante aristocratique, c'est une évidence, mais pas exclusif. Il y a aussi un drapier, il y a un notaire qui habite ici, mais beaucoup de familles nobles qui ont construit leur maison. Et leurs maisons, on arrive à les retrouver aujourd'hui. Et c'est un îlot exceptionnel pour comprendre la genèse de cette ville de l'Isle-sur-Sorgue et en même temps pour comprendre l'organisation des bâtiments sur cette période très peu documentée, qui est le XIIe et le XIIIe siècle. Dans ces bâtiments, petite et grande histoire se confondent sur plus de 800 ans. Au rez-de-chaussée, un lieu insolite. Alors, le décor, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, archéologues, de travailler dans des boîtes de nuit. Hein. C'était une boîte de nuit, un dancing à l'origine. C'était un dancing dans les années 30, 40, jusque dans les années 70. Et je crois que la dernière décoration est celle que l'on voit actuellement, assez psychédélique, il faut le reconnaître. Alors, il y avait des bancs tout autour, on voit l'emplacement des bancs. Hein. Alors oui, c'est peut-être de l'archéologie de demain, mais ça fait partie de l'histoire du bâtiment. Hein. Au-dessus, une pièce immense. Alors là, nous sommes dans l'ancienne salle de cinéma dénommée le Ciné-Vogue, qui a fonctionné jusque dans les années 1980 et qui fonctionnait de façon concomitante avec la boîte de nuit qu'on a vue tout à l'heure, le Lido, donc le dancing, qui est en cours de fouille. Alors c'est un espace extrêmement vaste. C'est assez impressionnant en termes de volume, mais ces volumes ont été aménagés bien avant la réalisation de la salle de cinéma, puisqu'il s'agissait d'un théâtre à l'origine. C'est un théâtre qui a été aménagé en 1890 dans un ancien hôtel particulier, lui-même implanté sur des vestiges beaucoup plus anciens. Encore plus haut, ces inscriptions qui datent de l'après-guerre. Et au sommet, une coupole médiévale du XIIe siècle. Un ornement habituellement réservé aux grands édifices religieux. Au premier étage, François a fait une découverte étonnante. Il en réserve la primeur à Patrick Zambelli, maître plâtrier. Sous un plaquage, se dissimulait ce plafond à la française du XVe siècle. Celui-ci est magnifique, oui. C'est vrai qu'il y a une finesse du décor et en même temps, tu as deux registres décoratifs en alternance de guirlandes. Exactement. Qui sont bien dressés. Quoi. Oui. Et on voit quand même la touche du gipier de l'époque qui arrivait à fignoler certains éléments. C'est le seul, à ma connaissance, dans la région et de loin, hein, même dans le centre de la France. Non, on ne connaît pas ce type d'ouvrage. Ces guirlandes gothiques et ces motifs floraux seront bientôt inscrits par François à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ça nous permet de mettre en lumière cette spécificité locale qui est l'utilisation du plâtre, massivement utilisé à l'Isle-sur-Sorgue, mais un peu ailleurs, aussi à Carpentras, dans la région. Et là, on a quand même un des rares témoignages des arts décoratifs et de l'utilisation du plâtre dans les arts décoratifs à la fin du Moyen-Âge. Donc ça a toute une signification que de vouloir transmettre ce type de plafond aux générations futures, quoi. Après la Tour d'Argent, François profite de la présence de Patrick Zambelli pour l'emmener découvrir un autre plafond qu'il souhaite restaurer. Il se situe dans l'ancienne chapelle des Pénitents Bleus. Allez, on rentre, on va voir ce plafond. Alors, ça a été transformé en cabinet médical dans les années 80, je crois. Alors, c'est très étonnant parce qu'on a des planchers qui sont assez disgracieux et peu adaptés, des planchers en béton. Superbe, hein? Ouais, superbe. Alors là, c'est un travail de gypserie 18e. Ouais, on est a priori vers 1764. Au cœur de la rosace, une gloire aux dimensions impressionnantes, la représentation de l'Esprit Saint. Exceptionnel, par le travail, on peut dire oui, parce que maintenant, s'il fallait faire ce type d'ouvrage, je pense qu'en France, nous sommes 2 ou 3 à pouvoir le faire. C'est un très beau travail qui demande à être restauré. Prochainement, François va passer les murs au scanner. Une technique qui lui permettra peut-être de découvrir sous le crépi d'autres trésors de plâtre.
En plus de son patrimoine unique, l'Île-sur-la-Sorgue est aussi l'une des capitales de la brocante et de l'Antiquité. La ville occupe aujourd'hui la 3e place européenne de ce commerce, après Saint-Ouen et Londres. Ici, les boutiques sont installées dans des villages où se répartissent plus de 300 marchands.